L'éducation entrepreneuriale consciente développe dès le plus jeune âge une culture de l'apprentissage autonome qui rend le jeune heureux d'apprendre à apprendre, à s'entreprendre, à entreprendre et à innover. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la balado de Idées éducation entrepreneuriale. J'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui Mélanie Lavallée qui est enseignante, Sophie Blondin-Fournier qui est éducatrice à la petite enfance, toutes deux à l'école Sainte-Trinité à Rockland, ainsi que Maude Pelchat qui est conseillère pédagogique maternelle 12e au Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Moi, je m'appelle Patrick Pierrard. J'ai oublié de le dire, mais je l'ajoute. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir cet après-midi pour parler de l'entreprise de soi à la maternelle. Hein? D'abord, ici en Ontario, on parle de maternelle jardin. Quel âge ont les enfants qui font maternelle et jardin? Les enfants ont 4 ans ou 5 ans. C'est des classes combinées. Donc, les enfants peuvent même commencer l'école à 3 ans. Puis, c'est ça, on a 2 groupes dans la même classe. Ah, ils sont dans la même classe, les 4-5 ans? Oui, oui. Ah bon? Ah ben, là, je viens d'apprendre quelque chose. Pourtant, ça fait longtemps que j'entends parler de ça. Hein, c'est drôle comme on se fait des idées. Donc, ils sont tous ensemble. Et tiens, j'ai oublié quelque chose d'important. J'ai oublié de vous poser la question d'introduction. Excusez-moi. Quand même, c'est une question importante. On l'a fait avec tout le monde jusqu'ici. Si vous étiez un personnage célèbre ou un personnage de fiction, qui choisiriez-vous et pourquoi? Qui commence? Je vais commencer. Donc, moi, je serais Dory dans Finding Nemo. Je trouve que c'est un personnage qui incarne le positivisme, qui incarne un peu la folie. Elle me fait sourire, elle me fait rire, puis je crois qu'elle me ressemble beaucoup dans ses oublis constants. Mais je pense qu'elle se fait des amis partout, elle est sociale, et elle veut toujours quêter en but de s'améliorer. Donc... Un personnage inspirant. Oui, pour moi en tout cas. Oui, super. Moi, ce serait Nounou McPhee, juste parce que j'aimerais avoir plus genre d'autorité. Et comme ma collègue, là, quand il y a quelque chose qui se passe, là, c'est mettre mon pied par terre. Ah bon? Puis je suis la plus douce. Donc, c'est un modèle. Oui, un modèle à développer. Oui. Formidable, merci. Pour moi, je vais aller avec quelqu'un qui est réel. Là. Donc, ça serait David Gaudreault. Juste parce que j'aime beaucoup l'écriture, jouer avec les mots, puis j'aime beaucoup le côté poétique de tous ses textes. Donc, je pense que ça serait un auteur, en tout cas. Absolument. Ah oui, un auteur très intéressant hein, qui est bien connu. Je me demande s'il n'écrit pas des chansons aussi. Hein. Je pense que c'est plus des poèmes, mais oui, des poèmes. en tout cas, non, moi non plus, mais c'est vraiment quelqu'un d'intéressant qui est très apprécié des jeunes d'ailleurs. C'est un jeune auteur, puis très brillant. Alors, revenons dans les classes de la petite enfance. Bon, tout le monde sait, ou peut-être pas, que les classes de petite enfance sont des classes extrêmement importantes dans le cheminement scolaire des enfants. Alors, j'aimerais que vous me disiez un petit peu pourquoi. Hein, placer cette constatation-là pour qu'on comprenne bien en quoi la maternelle et le jardin ou la maternelle tout court dans d'autres pays ou provinces, c'est fondamental dans l'éducation des enfants. Bien, je pense que c'est le début de l'apprentissage. On apprend à apprendre. C'est là qu'on développe le goût pour l'écriture, pour la lecture. Donc, c'est tous les fondements de qui on va être plus tard qui commencent là. Dans le fond, la maternelle, c'est l'apprentissage commence là, puis après ça, dans les autres niveaux, on met les bases. On continue sur ces apprentissages-là. Donc, c'est vraiment là que tout commence. Oui, puis pour moi, je vois que c'est la transition de la maison à la scolarité. Donc, pour nous, on est le premier visage, le premier encadrement qu'ils vivent autre que leurs parents ou la garderie, le service de garde. Puis c'est nous qui donnons le plaisir de venir à l'école. Et s'ils n'ont pas le plaisir de la maternelle jardin, mais ça va être un parcours très rigoureux jusqu'à la fin de leurs études. En effet. Est-ce qu'ils ont du plaisir en général quand ils arrivent? Oui. Oui. On est là pour s'amuser parce que justement, la maternelle jardin, on apprend tout en jouant. Ah, ça, c'est important. Oui. Ici, on parle de jeux
d'apprentissage. Oui. Donc, pas jouer pour s'amuser ou pour jouer. Bon, c'est ce qu'on s'amuse toujours quand on joue, mais pour apprendre. Oui, c'est une des bases, je pense, de Maternelle jardin. Pardon? De maternelle jardin. Oui, c'est ça, une des bases du programme éducatif de maternelle jardin. Et ça, c'est important. Souvent, on va entendre que les enfants de la maternelle, ils sont trop petits pour s'entreprendre. Parce que c'est sûr que nous, on pense que l'éducation entrepreneuriale consciente, c'est quelque chose qui se vit de la maternelle jardin, justement, jusqu'à l'université et même dans sa vie. Mais souvent, les gens me diront, non, les petits, ils sont trop petits, là, ils ne sont pas capables, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment capables. Il faut les voir comme des êtres qui sont compétents, qui sont curieux, qui ont des connaissances, qui ont du vécu. Avant d'entrer à l'école, ils étaient dans leur famille, dans leur communauté. Ils en ont vu des choses. Ils ont été exposés à plein de connaissances déjà. Donc, il faut juste bâtir là-dessus. Il ne faut pas les prendre comme s'ils arrivaient complètement vides de connaissances. C'est ça. J'aime beaucoup ça quand vous dites qu'ils arrivent, ils sont compétents, ils sont connaissants, ils ont de l'expérience. Des fois, ils ont des connaissances que nous, on n'a pas. Exactement ce que j'allais dire. Oui. Des fois, là, ils nous surprennent. J'imagine. Parce que, oui, allez-y. Ah non, je te pour dire, c'est en leur laissant la possibilité aussi de s'entreprendre et de leur montrer qu'est-ce qu'ils sont capables, qu'on va voir jusqu'à quel point ils peuvent nous épater. Si on ne leur donne pas la chance, ils ne nous le montreront pas. Ah, c'est ça, ben oui, bien sûr. Avoir une ouverture d'esprit en étant l'équipe pédagogique qui les accueille. Comment ça se traduit, ça, au quotidien, cette ouverture d'esprit-là? Alors, comment on vit ça dans une classe? Comment on fait vivre ça aux enfants? Bien, c'est certainement que si on leur donne l'opportunité d'essayer avant de leur donner la réponse, avant de le faire pour eux, aussi banal que ça commence la journée en enlevant leurs souliers, mais si c'est nous qui les fait, bien, ça ne marchera pas. C'est eux qui doivent les faire. Ouvrir une collation, ils viennent vous voir, bien, peux-tu l'ouvrir? Bien, t'as-tu essayé avant? C'est vraiment d'aller avec les questions ouvertes, puis de voir, d'aller puiser jusqu'à quel point qu'ils peuvent répondre sans vraiment que nous, on leur donne la réponse ou on le fait pour eux, dans le fond. Absolument. Hein. C'est ça. En entrepreneuriat éducatif, on dit toujours ça. Il ne faut pas donner des réponses, il faut donner des questions. Hein? Alors, ça rejoint ce que vous dites. Oui, le niveau de communication de l'adulte est hyper important. La façon qu'on nous-mêmes, on aborde ces situations-là, il faut être ouvert il faut écouter aussi leurs idées, leurs hypothèses. Donc, il faut être dans une position d'écoute, puis ensuite, comme Mélanie dit, avec des questions qui sont ouvertes, qui amènent la réflexion, qui amènent à connaître leur raisonnement aussi. Donc, l'adulte a quand même une part de responsabilité pour développer cette curiosité puis ce sens de l'innovation de l'enfant. Oui, ça, c'est sûr que c'est vraiment important, la posture de l'adulte, hein, la posture entrepreneuriale de l'adulte, parce que, évidemment, tout part de l'adulte à partir de ce que l'enfant exprime ou démontre. Et donc, à partir de là, on peut agir, j'imagine. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Oui. L'enfant est de nature curieux, mais il faut quand même continuer à mousser ça pour pas que ça s'éteigne. On veut pas que le feu s'éteigne. On veut le garder vif. Donc, il faut miser sur la curiosité naturelle de l'enfant. C'est vrai. Hein? Le feu a tendance à s'éteindre avec le temps à l'école. Hein? Ça, c'est une constatation qu'on fait souvent. Hein? Les enfants arrivent justement tout feu, tout flamme parce qu'ils sont curieux de nature. Hein? Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de découvrir le monde. Puis tranquillement, on les formate un peu, puis là, l'intérêt diminue. Et bon, c'est peut-être plus comme ça aujourd'hui. Là, de mon temps, en tout cas, c'était comme ça. Il n'y a pas si longtemps, ça l'était encore Oui, aussi. je pense que oui, hein, quand même. Et donc, je ne dirais pas pour lutter contre ça, mais c'est pour remplacer ces attitudes-là que l'éducation entrepreneuriale consciente a pris place, puis permet justement aux enfants, dès le plus jeune âge, de s'entreprendre, de vivre des choses. Comment outre le dialogue questionnant, etc., comment on vit ça au quotidien? Qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Des exemples concrets qu'on avait dans la classe, ça commence dès le départ. Nous, une partie importante, c'est les centres de dramatisation qu'on a dans la salle de classe, les aires de jeu. C'est important que ça vienne de eux, que ça vienne de leurs intérêts, de choisir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher, puis d'aller puiser là-dedans. Puis après ça, avec leurs idées, d'aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin, les rendre conscients de qu'est-ce qu'on a besoin, et ensuite qu'eux viennent nous aider à le construire, cette art-là.
Ça, c'est un des plus gros points parce qu'on passe souvent notre temps en jeu. Puis c'est là que nous, en tant que pédagogue, on va aller puiser dans nos curriculums et nos attentes. Mais de là, l'enfant peut s'entreprendre et venir nous aider dans toutes nos étapes de la création des arts dramatiques, des arts de jeu qu'ils vont jouer, puis ils vont être plus conscients de qu'est-ce qu'ils entreprennent dans ce temps-là. Est-ce qu'ils vont dire ce qu'ils veulent, définir plus ou moins ce qu'ils souhaitent et ensuite le créer? C'est ça que vous dites? Hein? Oui, c'est ça on essaie d'aller vraiment avec leurs intérêts. Un des exemples qu'on avait, c'était l'avion. On avait vu qu'ils jouaient plus à la maisonnette avec les bébés et les poupées. Ils jouaient... On a passé par là, puis on leur a demandé « À quoi vous jouez? » Bien, on joue à l'avion, on s'en va en voyage. C'était un contexte réel. On venait du congé du mois de mars. Plusieurs avaient voyagé. Ils remettaient ça en rôle. Et là, on a dit « Ah, OK, bien, ça serait une bonne idée. Est-ce que vous aimeriez ça? » Ils ont dit « Ah, oui. » Puis là, on est allé « Qu'est-ce qu'on a besoin? » On a besoin d'un tableau de bord, on a besoin des écouteurs, on a besoin des pilotes. Et là, on est allé tout élaborer. Puis eux sont entrés, ils ont fait des hublots pour l'avion. Ils ont fait les fenêtres de conducteur. Là, on a dit, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment créer en salle de classe, comme une roue pour piloter. Ça l'a donné que j'avais une roue de la console, oui. Je l'ai apportée de la maison, ça faisait une vraie roue, donc ils pouvaient vraiment construire. On avait les casques d'écoute du temps de mon enfance quand on écoutait le de centre d'écoute. Donc, on les a branchés parce qu'on ne les utilise plus, puis ils ont pu faire assemblant d'avoir les écouteurs comme les pilotes. Mm-hmm. Fait que ça apporte de eux de leurs intérêts, puis c'est important de leur laisser place à l'imagination et à la créativité. Tout à fait. Ça, c'est absolument fascinant hein, d'accepter ça, de dire, ben oui, allons-y, faites ce que vous voulez. On vous accompagne dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous voulez découvrir. C'est la base de l'éducation entrepreneuriale, mais avec les petits, ça reste quand même quelque chose d'assez inusité, j'ai l'impression en tout cas, parce que l'éducation de la petite enfance, c'est souvent assez... Bon, là, je me lance dans des jugements, mais je ne veux pas parce que je ne connais pas assez ça. On parlait de programme tout à l'heure. Hein, j'ai entendu, Maude, vous parliez d'apprentissage de la lecture, de l'écriture. On commence à développer ça Absolument. à 4-5 ans? Oui, dans le programme de la petite enfance de l'Ontario, il y a des compétences à développer au niveau de la numératie, donc en mathématiques, sur plusieurs domaines, le sens du nombre, la mesure, plein de choses. Puis en littératie, la même chose. On les initie au nom des lettres, au son des lettres, à l'écriture. Donc, il y a toute sa place à l'intérieur de ça aussi. Puis, même si les activités peuvent paraître plus académiques, il y a quand même la place pour l'enfant qui s'entreprenne. Par exemple, dans les classes, on voit souvent le message du jour ou la phrase du jour. Mais au lieu d'être une phrase qui vient de notre esprit à nous, bien, on peut prendre une phrase qui vient d'une expérience que les élèves ont vécue. Par exemple, s'ils viennent juste d'aller à la cabane à sucre, bien, on peut faire une phrase qui est reliée à ça ou insérer leur prénom dans les activités. Donc, même si c'est une tâche académique, bien, on les inclut, puis ça part de leur vécu, donc c'est une autre façon qu'ils peuvent s'entreprendre. Une autre chose, c'est si on fait des activités en mathématiques, bien, on peut leur demander de faire des choix de matériel qu'ils vont utiliser pour démontrer, représenter un nombre, par exemple. Donc, juste dans des petits choix comme ça au quotidien, bien, l'enfant, il trouve sa place. Même les centres d'écriture qu'on a commencé. On a débuté des centres d'écriture, donc l'enfant devient des auteurs. Donc, ils ont tous leur petit cahier, leur page, puis il y en a qui sont encore au stage de dessiner, mais il y en a d'autres qui vont écrire des mots, des phrases pour expliquer leur histoire qu'ils ont. C'est eux qui choisissent le sujet. Sur ils vont écrire sur quelque chose qu'ils aiment, sur quelque chose qu'ils connaissent. Donc, encore là, c'est pas l'adulte qui a imposé, bon, on va écrire sur telle chose. C'est eux qui disent, ben moi, je connais vraiment beaucoup les vélos. Ben parfait, fais-nous un livre sur les vélos. Ou moi, je connais vraiment telle chose. Vas-y, go. Donc, c'est une autre façon qu'ils s'entreprennent, même dans le côté plus académique, si on peut dire. Oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant qu'ils puissent aller comme ça dans quelque chose qui les intéresse, qu'ils soient encouragés à aller là plutôt que de se faire imposer un thème ou quoi que ce soit. C'est vraiment très, très intéressant. Bon, les parents, dans tout ça, comment ça se passe avec les parents? Est-ce que vous avez une belle collaboration? Est-ce que les parents sont ouverts à cette façon, bon, peut-être pas tant nouvelle, mais quand même un peu différente d'éduquer les petits à l'école? Oui, je crois que... moi, je peux parler pour nous parce qu'on vit à la quotidienne, mais oui.
les parents sont très ouverts. Puis on demande beaucoup l'implication des parents maintenant parce que selon les intérêts, on veut impliquer les familles pour voir la diversité, pour voir les différents choix que l'enfant, puis leur vécu, puis qu'ils puissent être au milieu de leur apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui vient... Des fois, c'est la beauté de partager tout ce qu'on connaît qui va faire en sorte que l'élève va encore plus s'investir. Puis la communication constante, pour nous, bien, on a un Google Classroom, donc on met des photos, on met des planifications, donc ils sont toujours au courant de qu'est-ce qui se passe, puis ils ont toujours l'opportunité de voir, puis ça crée des belles conversations à la maison pour faire une poursuite à qu'est-ce qu'on voit en salle de classe. Les parents participent beaucoup aussi à nous aider avec le matériel qu'on a besoin, comme par exemple quand ils faisaient leur avion, bien, les parents, est-ce qu'il y en a qui ont ça? Est-ce qu'il y en a qui ont ça? Donc, les parents s'impliquent aussi. Puis quand c'est des choses qui viennent de la maison, bien, les enfants sont encore plus engagés dans leur jeu parce que c'est leur chose. Ils font plus attention aussi. Donc. Ou même inviter les parents. On a déjà invité les parents à venir parler de leur... métier. De leur métier. Ah oui, c'est ça, parce que dans le fond, ils peuvent avoir une place dans la classe eux-mêmes de temps en temps, au moins. C'est spécial pour l'enfant. Clairement. En valeur. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des projets en maternelle, jardin? Est-ce qu'en tant que tel? Oui, il peut y avoir des projets qui sont à l'échelle de la classe, qui vont répondre à un besoin qu'on a dans la classe. Il y a des fois des projets qui vont répondre à des besoins de l'école. D'autres projets qui vont aller plus dans la communauté. On a senti un besoin dans la communauté, puis les petits peuvent s'impliquer. Puis des fois, ils peuvent faire le projet au complet. Des fois, ça va être en partenariat avec une autre classe de l'école. Je ne sais pas si, Mélanie, vous avez vécu des projets? Oui, effectivement. En ce moment, dans l'école, nous, on se jumelle avec une classe plus vieille. Puis c'est les élèves qui organisent les journées thématiques dans l'année. Donc, que ce soit la journée de sensibilisation à l'autisme, que ce soit le mois de la Terre, toutes les activités viennent des élèves. Puis c'est eux qui planifient, c'est eux qui affichent, c'est eux qui font les messages. Ils prennent en charge tout. Nous, en tant qu'équipe pédagogique, on fait rien. On laisse la place à l'enfant. Donc, des fois, on a des idées farfelues. Faut sélectionner. Oui, bien, j'imagine que vous les guidez un peu, sûrement. Il faut les accompagner. Toujours dans les projets entrepreneuriaux conscients, on a toujours de bonnes accompagnatrices. C'est bien important. Mais c'est très amusant de voir les idées, puis de les voir mettre en place, puis de voir à quel point que leurs idées n'est peut-être pas la nôtre, puis on ne la vivrait pas de la même façon, mais là, au moins, ils sont engagés. C'est leur école, c'est leur projet, c'est leur mission. Ils sont fiers de ce qu'ils ont monté, là. Ah oui, sûrement. Hein, ils vont plus y penser, comme justement vendredi passé, il fallait éteindre les lumières. C'est ça qu'ils avaient décidé pour la journée de la Terre, pour le mois de la Terre, d'éteindre les lumières. Mais là, comme ils ont vraiment pensé, là, la lumière a resté éteinte toute la journée, puis comme... Mais c'était leur idée. C'est leur initiative, hein, exactement. J'ai vu cette semaine quelque chose de vraiment intéressant qui m'a bien touché. Justement, c'était des élèves de maternelle qui montraient à des élèves du secondaire comment monter une tour à compost, avec du compost avec des vers, du vermicompostage, c'est ça. Et bon, c'était en vidéo, là, puis là, les petits étaient là, puis ils expliquaient comment ça fonctionnait, puis qu'est-ce qu'il faut faire, puis tout ça. Puis là, les élèves du comité vert d'une école secondaire regardaient ça avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que c'est vraiment extraordinaire. Souvent, c'est les grands qui vont apporter des choses aux petits, mais là, c'était le contraire. Et les exemples que vous citez, ben, c'est un peu la même chose. C'est qu'ils peuvent justement aller vers d'autres enfants et leur montrer des choses. Tantôt, on parlait de répondre aux besoins de la communauté. Hein? Qu'est-ce qu'on entend par là, à cet âge-là? Quel genre de choses ils peuvent faire pour la communauté? Bien, un des projets qu'on a parlé dans notre présentation, c'était qu'on a une campagne des anges durant le temps de Noël et les parents peuvent prendre un ange, un nom d'un ami, puis ils achètent un cadeau, puis ils le remettent à la banque alimentaire ou peu importe. Ce qu'on a décidé de faire pour que les élèves puissent entreprendre, c'est les élèves qui ont fait une levée de fonds. Ils ont vendu des biscuits, ils ont vendu des jouets, ils ont fait un encan, ils ont ramassé leurs propres sous. Et avec les sous, ils sont descendus au magasin. On a un magasin en bas de la côte de l'école. Et eux-mêmes sont allés acheter un jouet pour un ami. Et ils l'ont pu le remettre à l'ami tel quel. Donc, ils étaient encore plus dans la communauté. C'était pas juste « Ah, ben ma maman, elle a acheté un cadeau pour... » Oui, c'est ça. C'est moi qui ai ramassé mes sous, je les ai comptés
et je suis allée chercher le cadeau que je voulais donner. Ah oui, tout à fait. Quand j'entends les enfants ont fait un encan, alors ça me fait craquer. Hein? C'est vraiment charmant. Ça doit être très, très, très intéressant à voir, aller là-dedans, puis voir comment ils peuvent C'est organiser. un gros choix. C'est un gros choix. Là. Ils doivent sélectionner les jouets qu'ils ne veulent plus, qu'ils veulent vendre et qu'ils veulent donner, etc. C'est des gros choix à 4 ans, ça. Totalement, oui, absolument. C'est ça qui est impressionnant, c'est que justement, on n'est pas dans le... On est dans l'authentique, on est dans l'important. On n'est pas dans le frivole ou quoi. Hein. C'est vraiment très, très, très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées. Partenariat communautaire, est-ce que... il y a les parents, on en a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats qui se font avec la communauté au niveau des classes de maternelle? J'essaie de penser. Bien, nous, c'est certain que lorsqu'on parle des métiers, qu'on parle d'une communauté, on fait des visites. Donc, on peut aller voir les différentes entreprises locales. Donc, je pense à la boulangerie, etc. Et on peut aller dans les magasins. Donc, on a des droits d'aller vers la communauté. Puis, c'est toujours un esprit ouvert. Et, que ça soit pour des activités comme aller au magasin acheter, que ça soit juste pour visiter aussi. On avait été visiter les personnes âgées, on leur avait apporté des biscuits. On a fait des biscuits en classe, puis... les visites des métiers, je pense aux pompiers. La caserne de pompiers est toujours ouverte. Les policiers sont déjà venus dans les classes. Il faut juste faire appel. Lorsqu'on fait appel, ils sont toujours là, toujours présents. Exactement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vrai partout. J'en ai parlé plusieurs fois durant les différentes rencontres qu'on a eues aujourd'hui. Quand on appelle la communauté répond, présente, puis souvent, elle va donner plus que ce qu'on demande, parce que justement, pour un grand nombre de personnes dans la communauté, c'est un honneur de supporter l'école, de participer à l'éducation des enfants. Et on a un peu tendance parfois à être gêné un peu en tant qu'enseignant d'aller vers la communauté et de dire, qu'est-ce que ça va donner, etc. Mais c'est rarement négatif, là, vraiment très rarement négatif. Quel conseil vous donneriez à des enseignants, conseillers pédagogiques, éducatrices en petite enfance qui veulent implanter une pédagogie entrepreneuriale dans leur école? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Qu'est-ce qui est le plus important au départ? Comment on fait ça? Je pense que c'est d'y aller petit pas par petit pas, puis de ne pas nécessairement voir les gros projets d'envergure comme peut-être tout de suite aller vers la communauté ou des gros projets, de voir dans le quotidien, au jour le jour, et comment on peut laisser un petit peu plus de place à l'enfant, comment on peut le mettre au centre de ses apprentissages, que ce soit par notre questionnement, en offrant des choix, de juste tranquillement se sensibiliser à ce que l'enfant est compétent, qu'il a des connaissances, puis qu'il peut participer à son apprentissage. Déjà là, ça va être un bon début de posture. Puis là, tranquillement, aller vers les enfants qui participent plus à la création des aires d'apprentissage, qui participent à la création même des référentiels de la classe, comme les abécédaires, les listes de mots, tout ça. Mais c'est à petits pas. Je pense qu'il faut... C'est sage, en effet. Moi, j'aime beaucoup quand vous parlez d'art d'apprentissage. C'est pas souvent que les deux mots forment une expression. Je trouve ça vraiment intéressant que les enfants puissent participer au développement des arts d'apprentissage. On entend souvent le mot « jeu libre » quand c'est les petits, en disant que c'est du jeu que les enfants font. Oui. Personnellement, je préfère le terme « les jeux amorcés » par les enfants, c'est-à-dire que l'enfant a été initiateur de son jeu, il a fait des choix de matériel, de zones de jeu dans la classe, mais ça implique que l'adulte doit quand même intervenir, saisir des occasions, faire des liens avec le curriculum et tout ça. Donc, je préfère les jeux amorcés par les enfants. Et donc, dans les jeux amorcés par les enfants, les adultes sont présents. Absolument. Oui, c'est ils sont là, puis ils font leur lien curriculaire, mais ils vont partir de ce que l'enfant avait envie de faire. Si l'enfant avait envie d'aller vers la construction, bien, l'adulte va laisser ça aller, mais va aller poser ses questions ou va aller continuer son enseignement à travers la construction que l'enfant fait. Si l'enfant voulait aller faire plus du bricolage ou de la dramatisation, bien, c'est la même chose. On va aller voir les mêmes contenus d'apprentissage, mais de la façon que l'enfant a voulu le vivre. C'est vraiment intéressant parce que quand on entend l'expression « jeu libre », on dit, va jouer,
Ça implique que... Puis on se revoit après. Tu sais. ça Et là, on n'est implique pas que là du l'adulte- tout. Que l'adulte se Se distancie retire, oui, exactement. ouais. Exactement. Puis c'est vrai que ça peut être sympathique pour s'amuser, justement. Mais en termes d'apprentissage, le jeu amorcé par l'enfant, hein, c'est comme ça que vous l'appelez, ça a une valeur pédagogique très grande parce que ça part de l'enfant, mais Ça l'arrête pas là. c'est ça, c'est que l'adulte, l'enseignante, l'éducatrice peuvent, justement, doivent, je dirais même, rendre ces actions pédagogiques, puis en profiter pour avancer dans les apprentissages. Alors ça, c'est assez passionnant. C'est tout pour les conseils déjà? Moi, je dirais laisser place à l'erreur. On a le droit de faire une erreur, puis parce que j'avais le même conseil que Maud, donc j'ai dû ajuster ma réponse. De laisser place à l'erreur parce que c'est certain que des fois, on met en pratique des choses, ou on essaie des choses et ça fonctionne pas, puis c'est correct. Mais ça veut pas dire de pas le réessayer plus tard. Parce que des fois, c'est notre groupe, des fois, c'est l'entourage. Il y a plein de petites choses qui peuvent faire en sorte qu'une activité qu'on aurait aimée ou une façon qu'on a proposée ou que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut toujours essayer. Puis leur faire, leur faire confiance. Parce que des fois, on va dire, on va juger, on va dire, ils ne seront pas capables, ils sont trop petits. Mais ils sont capables. Ils sont capables à leur manière. Là. Donc, Oui, tout à fait. Hein? Comme on disait au début, hein, ils sont complets, ils sont conscients, ils sont expérimentés. Ça aussi, c'est important de se rappeler ça toujours. Hein? Cette tendance à voir les enfants, comme vous disiez tout à l'heure, comme des petites choses vides. Là. C'est vraiment pas le cas. Et ça, faut s'en souvenir. Je pense que c'est essentiel, cette prise de conscience-là des adultes, de dire, ben oui, devant nous, on a un être humain complet, puis prêt à apprendre, à continuer. Surtout dans la société où on est maintenant, ils ont accès à tellement d'informations. Donc, c'est pas vrai qu'ils rentrent à l'école en sachant rien. Clairement. Donc, il faut vraiment tirer profit de tout cet apprentissage qu'ils ont fait préalablement. Des fois, ils nous en apprennent. Il y avait un ami qui avait un vocabulaire très, très, très grand. Et des fois, on venait à bout de... On ne reconnaissait pas les images. Puis on est allé demander à notre petit ami. On a dit, « comment ça s'appelle ce légume-là encore? Je m'en souviens. » Et il nous l'a sorti. C'est lui qui a pris le devant parce qu'ils ont des connaissances, des fixations sur l'espace, je pense, ou des poissons. Ou... Oui. Ils peuvent monter un... Oh, ils nous en apprennent beaucoup. Ah, j'en doute pas. Hein? C'est formidable. Hein? C'est vraiment intéressant. C'est quelque chose de tout à fait fascinant. Disons, notre entretien tire un peu à sa fin, mais j'ai quand même une dernière question pour vous. Est-ce qu'on peut changer le monde? Est-ce qu'on change le monde dans les écoles, et particulièrement dans les écoles maternelles et jardins, d'après vous? Mais je pense que oui, dans le sens qu'on est en train de bâtir des humains qui peuvent se questionner, qui sont plus critiques, qui ne vont pas prendre pour acquis toute l'information qu'ils reçoivent parce qu'ils vont avoir déjà, dès l'âge de 4 ans ou 5 ans, entendu les idées de leur père. Ils vont dire « moi, je ne pense pas comme toi ». Donc, je pense qu'on est en train de bâtir des humains qui vont être réfléchis aussi. Donc, je pense que oui. Je crois qu'ils sont tellement malléables qu'ils vont s'adapter à tout. Donc, ils sont prêts pour changer tout. Ils sont prêts pour changer le monde. Ils vont s'adapter. Ils vont changer le monde. C'est eux qui vont changer le monde. Écoutez, ça a été vraiment très intéressant de partager ce moment avec vous, mesdames. La petite enfance, c'est un sujet fascinant dans l'éducation. Personnellement, je le pense. Je suis sûr que vous partagez cet avis-là, plutôt cette passion pour vous, plus que pour moi. Mais vraiment, c'est tellement important, les enfants, tous les enfants, les petits, pour commencer. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi cet après-midi pour justement cet échange. Nous recevions cet après-midi Mélanie Lavallée, enseignante, Sophie Blondin-Fournier, éducatrice à la petite enfance, et Maude Pelchat, conseillère pédagogique, les deux premières à l'école Sainte-Trinité. Sainte-Trinité, c'est où? Oui, de Rockland. Rockland, oui, c'est ça. Et Maude, conseillère pédagogique au Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. Donc, un grand merci à vous. Merci. Ça a été un grand plaisir.
Et en attendant, mesdames et messieurs, vous resterez à l'écoute pour écouter les autres balados qui vont arriver bientôt. C'était également un plaisir et nous vous disons au revoir. Maintenant que vous savez tout ce que les jeunes enfants peuvent faire, êtes-vous prêt à leur faire confiance? Saisissez-vous toutes les occasions de leur permettre de développer les qualités entrepreneuriales.